Coucou les passionnés, grosse vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler de One Piece. One Piece version Netflix, hein, de sa fameuse adaptation en live action, donc avec de vrais acteurs. Alors, grosse vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà One Piece est très complexe, hein. C'est comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Netflix attaque un gros pavé, hein, donc une énorme histoire avec, si on compare à l'animé, plus de 1000 épisodes, plus de 1000 scans, plus de 1000 personnages, bref, un gros pavé, mais pas qu'en quantité, mais aussi en qualité, parce que c'est très complexe, il se passe énormément de choses, on s'ennuie pas dans One Piece, voilà, donc, et en plus, rien que le concept d'adaptation, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'une adaptation c'est intéressant ou pas? Il y en a qui se posent même ce genre de questions existentielles. Hein. Donc voilà, grosse vidéo. Alors, grosse vidéo, pas ma première vidéo, parce que hier soir, j'ai déjà tenté l'expérience. Hein. Donc, pour parler de cette fameuse première saison de Netflix. Et pas de chance, le micro n'a pas tout enregistré. Oui, parce que j'ai fait confiance à mon micro. Et mon micro, il se trouvait que je le savais, il lui manquait un peu de batterie. Et j'ai fait confiance à la batterie, j'aurais pas dû, voilà, ça a coupé, il s'est éteint tout simplement. Et comme le micro était encore branché au téléphone, le téléphone n'a pas pris la relève, hein, et voilà. Et donc il y a une bonne partie où je parle, il n'y a pas de son. Donc je vais tout de même quand même mettre les 10 minutes où j'ai parlé, les 10 premières minutes du coup. Je vais l'introduire dans cette vidéo. Donc si vous me voyez dans ma chambre à un moment donné en train de chuchoter, et c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a un membre de ma famille qui dort dans l'étage en dessous. Voilà, donc je vais quand même mettre ces 10 premières minutes parce que c'est intéressant, je pense, hein, j'ai quand même des arguments, et même si j'ai l'air très fatigué. Et là où est-ce que je voulais en venir, en fait c'est 10 minutes, donc là ça va être une grosse introduction, hein, parce que c'est 10 minutes où je vous dis pourquoi j'aime One Piece, pourquoi One Piece est officiellement bien, et pourquoi il y a un intérêt à l'adapter aux version cinématographique. Donc voilà, pour moi c'est important de faire cette introduction là parce que les gens, on a tendance à oublier, mais on a beaucoup parlé, hein, il y a énormément de youtubeurs qui ont parlé de One Piece, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient un peu bêtes, hein, voilà. Donc j'aime bien contextualiser toute cette folie du live action, hein. Et maintenant, si vous voulez avoir tout de suite mon avis sur la série Netflix, il devrait y avoir la timeline là, ici, hein, vous cliquez sur le lien qui doit être à peu près ici. Voilà, donc on va attendre, hein, parce qu'au montage je vais rajouter la raison pour... Je dis pas que j'avais raison pour le plaisir, pour satisfaire mon ego, hein. C'est juste que je suis loin d'être à côté de la plaque, voilà. C'est juste que ça confirme tout ce que je dis, que je voyais aussi, hein, je voyais le coup venir sur pas mal de choses, déjà d'une manière globale, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent un peu facilement, hein, pour ne pas dire qui parlent un peu bête, et bref, l'introduction va être longue, mais tout ça pour dire que bien sûr que non, One Piece ce n'est pas inadaptable, bien sûr que non, One Piece ce n'est pas sans intérêt. Bien sûr que, mais au contraire, il y a tout intérêt à l'adapter, parce que, je veux dire, cinématographiquement, c'est très intéressant, surtout au niveau grand spectacle, hein, hollywoodien, et ça prend les deux thèmes qui ont beaucoup fonctionné au cinéma ces 20 dernières années, hein. Je répète bêtement ce que j'ai dit dans ma première vidéo, mais c'est exactement ça, les pirates, hein, les Pirates des Caraïbes, ça a beaucoup fonctionné. Et tout ce qui est pouvoir, donc tout ce qui est Marvel, dans One Piece, des pouvoirs, c'est pas ce qu'il manque. Donc c'est des thèmes comme ça qui fonctionnent. Sans parler tout le domaine du fantastique, hein, ça plaît. Hein, les gens aiment bien voyager, les gens aiment bien voir si c'est bien foutu, ça plaît. Donc il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est fantastique, tout ce qui sort du quotidien. Il y a des gens qui aiment, par exemple, qui n'aiment que les thrillers. Mais voilà, c'est comme ça, il y a certainement plus de public qui aime le fantastique que l'inverse. Et donc One Piece, ça ne peut
que fonctionner si c'est bien fait. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que c'était un projet extrêmement ambitieux. Ambitieux, je sous-entendais aussi le budget. Hein. Pour moi, One Piece, on peut vite atteindre plusieurs milliards. Et oui, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est ce que je pense vraiment. Plusieurs milliards avec plusieurs saisons. Hein. Sachant que cette saison-là, je ne sais plus combien elle a fait, mais elle a dépassé largement les 100 millions de dollars. C'est 18 millions de dollars par épisode. Vous comptez, il y en a 8. Voilà, donc... la question du budget, je ne suis pas le seul à le dire, hein, énormément de youtubeurs le disent, c'est une question qui se pose parce que c'est là qu'on remarque que malgré le fait que la version que c'est la série la plus chère de Netflix, donc cette plateforme-là, ce n'est pas suffisant. Donc pour moi, c'est assez simple, hein. One Piece, ça devrait être la série la plus chère de toute plateforme confondue. Voilà. Et si c'est pas le cas pour la saison 1, ça devrait être le cas pour la saison 2. Parce que faut savoir ce qui se passe dans cette première saison, le tout début de One Piece, finalement l'introduction des chapeaux de paille dans l'aventure, c'est de la rigolade. Ce qui se passe en ce moment, cette première saison, c'est de la rigolade par rapport à ce qui va se passer par la suite. Donc le budget devra exploser après, quoi. S'ils veulent faire les choses d'une manière sérieuse et rester fidèles et continuer à adapter le plus possible de ce qu'il y a dans le manga, sachant qu'il y a déjà pas mal de différences. Et au niveau de la fidélité, on n'est pas à 100%, loin de là. Donc voilà. Et j'avais parlé de l'effet boule de neige. Hein, c'est-à-dire que, dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que les différences, c'est pour ça, moi, quand j'entends tous les youtubeurs dire ouais, il faut qu'il y ait des différences, enfin c'est normal qu'il y ait des différences parce que c'est une adaptation, c'est un peu une excuse, ça. Voilà, c'est comme dire vous avez trop d'attentes, trop de hype, c'est aussi une excuse bidon. On peut avoir toute la hype du monde, ça n'enlève en rien soit les défauts, soit la qualité de l'adaptation. Et d'ailleurs, c'est normal qu'on ait une certaine attente par rapport à la qualité du manga, quoi. Je veux dire, pour moi, One Piece, c'est un chef-d'œuvre, donc mon attente est à la mesure de la qualité de l'œuvre. Donc, ça, c'est des excuses bidons pour tout excuser, en fait. Oui, on a de l'attente. Oui, c'est une adaptation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop changer, hein, voire je dirais même qu'il faut le changer le moins possible. Après, oui, forcément, c'est un dessin animé, c'est une bande dessinée, hein, parce que One Piece, il y a une version dessin animé, il y a la version Netflix Toei, de la Toei, mais donc forcément, quand tu retranscris un dessin avec de vrais acteurs, il y a des différences, mais pour moi, la différence, elle doit être anecdotique, d'accord ? Et voilà, donc moi vous voyez, je vous ai fait un exposé, quoi. Donc j'ai pris des notes, hein, je peux vous dire aussi pourquoi One Piece me passionne et pourquoi c'est officiellement bien, hein, et du coup pourquoi il y a un intérêt à l'adapter en live action. One Piece, c'est quoi? C'est avant tout un concept, hein, voilà, premier titre. Un concept, c'est-à-dire piraterie plus fantastique. Génial comme idée. Voilà. Ça fait un peu penser à Pierre Descaries, mais j'aime pas trop qu'on se référence comme ça, parce que pour moi, One Piece est unique. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je dis, un style unique. Il y a de la personnalité dans One Piece. One Piece est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Personnage charismatique, entre parenthèses, style plus pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont stylisés, et les pouvoirs qu'ils ont chacun, ils n'ont pas tous des pouvoirs, mais leurs capacités. Comme je disais dans la précédente vidéo, c'est un univers qui n'a rien à envier à l'univers Marvel. On ne se rend pas compte à la saison 1 parce qu'il n'y a que Luffy et Baggy qui ont des pouvoirs, mais après les pouvoirs ça explose. Donc, et c'est ça qui leur donne de la personnalité, c'est leur style, c'est leur caractère. Et enfin, donc j'ai dit premier point positif, c'est avant tout un excellent concept. Les concepts, ça se joue beaucoup. Hein. Vous avez des séries qui ne fonctionnent que par leur concept. Voilà, où c'est ça qui a vraiment lancé, et après le problème c'est que c'est des séries, elles sont vite critiquées parce que
le concept, ça ne fait pas tout. Il y a un concept, mais l'histoire, ça suit pas. Par exemple, Walking Dead. Walking Dead, voilà, il y a un concept avec des zombies, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, les saisons de trop, on le sent, quoi, on tourne en rond. Pareil pour comment ça s'appelle merde. C'est Prison Break, tout simplement. Prison Break, la première saison, ça allait bien, et après, c'est trop, parce que le concept en lui-même, il est excellent. Le frère qui s'était tatoué un plan pour se libérer de la prison, se fait enfermer, quoi, pour sauver son frère, quoi. Bref. Donc, il y a non seulement un excellent concept, il y a un style unique, mais comme je l'ai dit, le concept ne suffit pas, et aussi une histoire solide. Une histoire solide. Alors, il y a certainement d'autres critères qui sont... mais ça, pour moi, c'est les 3 principaux critères, voilà. Donc, une histoire solide, c'est-à-dire qu'il y a une véritable intrigue consolidée et finalisée par une véritable quête, le One Piece. C'est-à-dire que on sait que l'histoire va à peu près se terminer plus ou moins avec la découverte du One Piece, qui va faire de Luffy le roi des pirates. Parce qu'il faut découvrir le One Piece pour devenir le roi des pirates. Et du coup, on a un but final. Voilà. Donc, on a, comme mon père le dit, on a ce fameux fil conducteur. On a la sensation, et c'est pas qu'une sensation, c'est-à-dire on sait que l'auteur veut vraiment nous emmener quelque part. Voilà. J'ai parlé de Walking Dead. Walking Dead, on ne sait pas où est-ce qu'on veut nous emmener. D'où cette sensation de tourner en rond. Pareil pour Prison Break, voilà, c'est ça. Qu'il a quelque chose à nous raconter, contrairement à d'autres séries, c'est ce que j'ai écrit. Et pourquoi adapter One Piece en live action? Aspect très cinématographique et thème cinématographique qui fonctionne. Donc pirate plus pouvoir, à côté très fort, c'est ce que j'ai dit. Et ça permet de faire découvrir les One Piece aux non-initiés, voilà, aux gens qui ne connaissent pas One Piece, ou encore d'une manière plus large, qui ne connaissent rien à l'univers des mangas, et qui ont un souci avec ça. Sachant que One Piece de base, ça fait pas du tout manga. Et c'est pour ça que, par exemple, mon père, il a vu un extrait, il m'a dit, mais c'est nul, il n'y a pas d'acteur japonais. Mais je lui ai dit, mais non, mais justement, il faut pas qu'il y ait d'acteur japonais. Enfin, s'il y en a un pour Zoro, c'est bien, mais justement, One Piece, c'est multiculturel, il y a toutes les nationalités, et s'il n'y a que des japonais, ça fait tout de suite plus manga, et moi je trouve que c'est dommage, quoi, parce que One Piece, c'est pas ça, quoi. One Piece, ça va au-delà de l'archétype, du cliché qu'on se fait du manga. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais donner... Il y a un youtubeur comme ça, qui au vu de ses abonnés, il débute un peu sur YouTube, et qui a dit dans sa vidéo, en résumé, One Piece, c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Et moi, je l'ai tout de suite arrêté, en commentaire, j'ai écrit, non, One Piece, ce n'est pas de la merde. C'est l'adaptation de Netflix qui donne cette impression-là. Et il m'a répondu, donc apparemment c'est un malentendu, il m'a répondu que non, je parle de la série Netflix. Et c'est ça le problème, c'est que cette série, elle donne l'impression que, que c'est pas une série qui se prend au sérieux, que ça fait série B, et que où est-ce que je voulais en venir? C'est que, je perds mes mots. Et ça se prend pas au sérieux, et puis je me suis perdu. Je suis désolé, je me suis perdu. La partie qui manque, voilà. Bref, donc je disais, avant que ça coupe, je disais que, donc je parlais de ce fameux youtubeur qui disait que One Piece, en gros, c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Et moi je l'avais repris, voilà, comme quoi, non, One Piece c'est tout sauf de la merde, c'est ce qu'on a fait Netflix qui donne cette impression-là, voilà. Et là, j'ai eu un trou de mémoire, hein, la fatigue, voilà, comme je vous ai dit, je rentrais du sport et il était tard le soir. Mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il donne la sensation de plaisir coupable, voilà. En gros, ça résume ce qu'a dit ce youtubeur, c'est ce fameux plaisir coupable que donne l'impression de cette série. Un plaisir, c'est quoi un plaisir coupable? On sait que c'est officiellement pas terrible, mais on aime quand même, voilà, c'est ça. C'est aimer quelque chose qui n'est pas terrible. En tout cas, c'est l'impression que donne cette série qui fait série B, hein, qui fait très clip. C'est ce que je reproche à cette série, ça fait très clip, ça va très vite, ça fait très clip. La façon dont c'est filmé. Attention, hein, je vais spoiler dans cette vidéo. Ah oui, je vais tout raconter. Hein. Voilà, donc ceux qui vont voir les surprises, regardez d'abord la série et venez me voir après. Parce que j'ai pas que ça à faire que de faire une partie sans spoil, une partie spoil. Non, non.
Je vais encore plus m'emmêler les pinceaux, quoi. Il faut forcément que quand je vais m'avancer sur un argument, il faut que j'illustre. Voilà. Donc, bref. Donc, j'ai écrit, c'est une série convenable dans l'ensemble. Voilà. Pour moi, c'est un 12 sur 20. Alors, vous allez me trouver dur, mais moi, je suis pas comme tous les youtubeurs qui hurlent au chef-d'œuvre tout de suite. Hein. Non, j'ai beau être fan, je reste objectif. Et objectivement, c'est moyen bien, quoi. C'est pas extraordinaire, je suis désolé. Voilà, il y a trop de défauts. Beaucoup trop de défauts. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Hein. J'ai écrit une volonté de donner vie à la BD. Donc, il n'y a pas que du négatif. Il y a une volonté de donner vie à la BD avec de vrais décors réalistes. Mais cette série ne sera pas culte. Entre parenthèses, sauf évolution. À voir les prochaines saisons. Bon, ça m'étonne quand même. Faute d'un manque d'émotion, d'épique, de technique cinématographique. Voilà. C'est voilà, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça fait très clip. Voilà, ça fait série qui se prend pas au sérieux. C'est dommage parce que là où il y a une contradiction, c'est par exemple ils ont mis des moyens de fou pour donner vie au bateau. Voilà, avec énormément de détails, dont certains décors aussi. Mais voilà, c'est encore une fois, ça va trop vite. Et c'est ce que j'ai écrit, un technique ciné. Tout va trop vite, on ne savoure rien, donc pas d'émotion, voilà, pas d'émotion. C'est logique, hein, quand on va trop vite, quand les chaînes s'enchaînent trop vite, on ne peut pas ressentir l'émotion, c'est pas possible. Alors, et c'est le problème des films. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la série, dans le domaine des films, hein, dans mon exemple. C'est que les films de ces 20 dernières années sont pas terribles. Pourquoi? Ils sont même de pire en pire. Il suffit de regarder les derniers Spider-Man parce que ça va trop vite. On va à 100 à l'heure, on mitraille les scènes d'action, mais du coup l'émotion prend un coup, c'est logique. N'importe quelle scène, il faut prendre un minimum le temps de mettre en valeur votre scène, sinon vous ne la savourez pas. Voilà. Dans ma précédente vidéo où j'analysais le premier thriller de cette série, je prenais en exemple le fameux duo hyper célèbre, hein, surtout pour les cinéphiles, de Sergio Leone avec le compositeur Ennio Morricone. Donc ces fameux western spaghetti, et les deux plus cultes, c'est Il était une fois de l'Ouest pour la série des Il était une fois, et Le Bon, la Brute et le Truand pour la série du dollar. Voilà. Je parle très vite parce que bon, j'ai trop de choses à dire, sinon la vidéo va être trop longue. Donc il faut que j'enchaîne, il faut que je mitraille. Et voilà. Donc, et les films de Sergio Leone, on prend le temps. Alors là, on prend le temps, hein. Et par exemple, il y a dans ces deux films-là, il y a les fameuses scènes de duel. Je veux dire, on savoure quand même un film où on a deux cow-boys qui se regardent quoi, pendant des minutes. Voilà, on aime ça parce que c'est trop bien fait, c'est tout. Pourtant, c'est des techniques cinématographiques simples, mais c'est une musique symphonique extraordinaire, des plans qui sont magnifiques. Voilà, un plan d'ensemble, un plan rapproché. On a même, c'est ça qui a lancé la mode des gros plans sur les yeux. Voilà, donc et on ressent l'émotion. Voilà. Quand il se regarde dans les yeux et puis que, par exemple, dans Les Tutus de l'Est, il y a la souffrance de l'acteur principal, voilà, par rapport je vais pas raconter, mais normalement vous êtes censé avoir vu ce chef-d'œuvre, voilà. Et dans One Piece, on est très loin de ça. On va me dire, t'en fais des tonnes, c'est qu'une série. Ben non, j'en fais pas que des tonnes parce que c'est One Piece. One Piece, comme j'ai dit, c'est très cinématographique. Dans les 10 premières qui ont été coupées, les fameuses 10 premières minutes. Donc One Piece, c'est un chef-d'œuvre et pareil, comme j'ai dit que mon attente est au niveau, était proportionnelle à la qualité de l'œuvre, l'adaptation doit être proportionnelle à la qualité de l'œuvre, au moins s'en rapprocher. Et je suis désolé, mais pour cette série-là, il faut faire du cinéma. Il ne faut pas faire de la série, il faut faire du cinéma. Donc il faut intégrer des techniques cinématographiques dans cette série. Et oui, et je le pense. Voilà. Et c'est indépendamment du budget. Je veux dire, une musique symphonique, je ne pense pas que c'est ce qui coûte le plus cher. Ou par exemple, certains plans, pour prendre le temps de raconter une scène, je ne pense pas que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc voilà, donc je ne demande pas forcément des effets spéciaux de malade, mais cinématographiquement, ça pêche. Voilà. Et c'est dommage, hein, parce que par exemple, le combat de, par exemple, Zoro contre Mihawk, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Le combat de Arlong contre Luffy, c'est pas terrible non plus. Il y a des moments où au niveau de l'émotion, ça pêche, quoi. Voilà. Parce que tout est rabaissé au niveau de la qualité. Voilà. Scène bâclée, c'est ce que j'écris. Surtout les plus épiques. Les fameux combats. Combat Zoro contre Mihawk. Combat Arlong. Incohérence. Ça va même jusqu'aux incohérences. Voilà, donc scène bâclée, voire amputée. C'est-à-dire qu'il y a carrément des scènes qu'on a
enlevé. Donc un manque de professionnalisme, voire de talent. Bah oui, hein, là on n'a pas un talent de véritable cinéaste. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un aspect cinématographique dans cette série-là, parce qu'il faut qu'on fasse du Game of Thrones, voire même mieux que Game of Thrones à la limite. C'est ça, c'est vraiment... Parce que si on fait une série qui, si on fait comme toutes les séries, où la musique n'est pas très marquante, et je vais revenir sur la musique, parce qu'on va dire que j'en fais des tonnes, bah non, on a un support d'exemple, c'est la Toei, voilà. Et pourtant c'est un dessin animé de 97, dès 97 vous avez des musiques symphoniques qui sont extraordinaires. Et c'est un dessin animé, ils n'ont pas les moyens de Netflix. Et pourtant ils font des musiques extraordinaires, voilà. Je vais revenir là-dessus, hein, parce que voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Faut pas que je me mélange les pinceaux. Il y a des différences avec le manga. C'est pour ça que je parle de 12 sur 20. Il y a trop de différences avec le manga. Choix scénaristique douteux. Des fois, il y a des choix qui sont... Il y a des choix qui sont bons. Il n'y a pas que du mauvais, c'est ça le truc. Il y a des choix qui ont été bons, même des changements. Mais il y a des choix, non. Il n'y a pas d'ordre de priorité pour ces choix-là. Il y a un manque de personnages et de développement. Dawn Kring, Jin, Octi, pour citer que cela. Les équipages, voilà. Ils ont un problème avec les équipages, c'est-à-dire qu'on voit le grand méchant, mais il n'y a pas l'équipage, à part Arlong, quoi. Personnage part toujours fidèle, Ben Beckman, voilà. Ben Beckman, horrible, quoi. Hein, vraiment, ils ont mis un vieux daron dégueulasse, c'est ton voisin en short, limite. Non, Ben Beckman, il est pas... Ouais, il y a un manque de charisme pour pas mal de personnages aussi, hein, désolé de dire ça. Et tout ça est... Il y a un manque de budget. C'est pour ça que dans les premières 10 minutes, je parle du budget, parce qu'on ressent le manque de budget. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai osé parler de plusieurs milliards, parce que si on veut vraiment faire les choses à fond, le budget explose. Hein. C'est plus 18 millions par épisode, mais rien que pour la première saison, c'est déjà l'une des séries les plus chères de toute plateforme conduite. Rien que pour la première saison, alors que ce qui se passe dans la première saison, c'est de la rigolade. C'est seulement le début de One Piece, c'est seulement le début de l'aventure, il se passe rien, quoi. Après, il y a des fruits des démons, en veux-tu que voilà, du fantastique, alors là, ça explose. Donc, c'est pas moi hein, qui est dans le fantasme, c'est One Piece. Hein. Soit tu fais les choses à fond, soit tu le fais pas. Donc, ouais, il va falloir trouver une solution. Donc, manque de budget, mais cette faille n'excuse pas tout. Tout n'est pas qu'une question de budget. Tous les aspects négatifs de cette série n'est pas qu'une question de budget. Fameux ordre des priorités. Par exemple, j'ai écrit budget, décor, notamment bateau. Donc voilà, c'est vrai qu'on va investir beaucoup d'argent pour les bateaux. Alors, on va faire des bateaux extraordinaires. Hein. C'est des vrais bateaux. Hein. C'est ce qu'on appelle des effets spéciaux. Matériel, des effets spéciaux. Trou de mémoire. Non, c'est pas le moment d'avoir un trou de mémoire. J'ai oublié. Voilà. Ça va me revenir, mais voilà. Des effets spéciaux concrets, quoi. Mais il y a un mot, mais je l'avais utilisé dans ma première vidéo, mais là j'ai oublié, parce que je vais enchaîner. Donc le contraire des effets spéciaux numériques. Donc ce sont de vrais bateaux, de vrais décors. Hein, il y a aussi certaines constructions. Mais est-ce que c'était la peine d'aller aussi loin, sachant qu'il y a un problème de budget? Je ne veux pas parler con parce que c'est vrai que, et là, vous voyez, dans l'instant, je me remets en question. Par exemple, le Vogue Mary, donc le bateau des chapeaux de paille, c'est pas un investissement inutile, puisque au contraire, c'est un investissement au long terme, puisqu'on va l'utiliser aussi pour les prochaines saisons. Donc, ils ont bien fait finalement de faire un beau bateau comme ça. Après, pour les autres, parce que c'est forcément au détriment du reste. Si on met autant de moyens pour le décor, mais c'est pas proportionnel pour les combats, pour moi c'est problématique, hein, ou le développement des personnages, c'est vraiment problématique parce que faut pas être hypocrite. La très grosse majorité des fans, enfin on aime One Piece, on n'aime pas One Piece pour les bateaux, les décors. Soyons francs, on aime One Piece pour les personnages et leur développement et leur capacité extraordinaire, c'est ça qu'on aime One Piece. Les bateaux, on s'en fout, surtout que plus on avance dans l'aventure et moins il y a du temps consacré sur les bateaux. Voilà. Donc, les bateaux, c'est quoi? C'est un dixième. Donc, bref. Mais encore une fois, le Vogue Mary, ça peut être un investissement à long terme, hein, parce que le Vogue Mary, on va l'utiliser au fil des saisons, pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais revenir sur mes propos, hein, parce que là, je vous présente un peu tout, et après, je vais revenir dans les détails. Les hommes poissons dégueulasses, bon, voilà, les effets spéciaux de... Leur maquillage, ça fait un peu masque d'Halloween, je trouve, hein, ça fait... Bon, bref. Les tailles non respectées. J'ai écrit entre parenthèses, pas compliqué de trouver des acteurs de 2 mètres, surtout aux USA. Ah oui, 2 mètres, même 2 mètres 10, hein, aux États-Unis. Vous regardez des séries, il y en a même plein. Hein,
Surtout que les gens sont de plus en plus grands, même en France. Hier soir, j'étais au sport, j'ai dit, mais c'est quoi toutes ces personnes qui sont grandes? Non, franchement, Arlong, vous mettez un acteur black. Bon, moi, je suis pas contre qu'on mette des acteurs blacks, mais mettez des blacks qui sont grands. Vous mettez un acteur black qui fait 1m85. 1m85, c'est grand. Moi, je suis 1m70, donc c'est grand par rapport à 1m67, pour être précis. 1m85, c'est une bonne taille, mais Arlong, il fait 2m60. Les hommes poissons sont très grands. Mettez des acteurs d'au moins de 2 m, voire 2m10, quoi. C'est trouvable, hein, tous les basketteurs, les catcheurs, on peut trouver, on peut. Voilà, c'est dommage. Parce que forcément, qu'est-ce qui donne de la présence, de l'ampleur, qu'est-ce qui rend impressionnant, c'est la taille, qu'on le veuille ou non. C'est pas pour rien que mes costumes d'Halloween, vous voyez mes précédentes vidéos, les costumes d'Halloween que je fabrique, je mets à chaque fois des échasses. Voilà, parce que bon, voilà, une petite créature de ma taille, c'est ridicule. Bref, je vais pas trop parce que m'étendre là-dessus, parce que c'est un détail, entre guillemets. Dialogue moins complexe. Ah oui, les dialogues sont pas marquants dans cette série, c'est dommage parce que je trouve que, encore une fois, je vais beaucoup comparer au manga et aussi à l'animé parce que, qu'on le veuille ou non, parce que j'ai entendu un youtubeur qui disait ouais, on va tout de même pas se comparer, ils vont tout de même pas se comparer à l'animé, mais si, espèce de crétin, parce que l'animé, c'est je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la première tentative de rendre le manga vivant audiovisuellement parlant. Donc oui, il faut se comparer à l'animé, oui. Et l'animé, les dialogues sont bien plus impactants, bien plus riches. De toute façon, l'animé est très fidèle au manga, donc c'est pratiquement la même chose, sauf que on l'a rendu vivant, quoi. Donc, non, les dialogues dans cette série, c'est pas terrible, vraiment pas terrible. Donc, ils sont beaucoup moins complexes et recherchés, voire moins éducatifs. Ah oui, ça va jusqu'à l'éducatif. Par exemple, dans cette première saison d'Enies Lobby, version animée, et je pense que c'est pareil dans le manga, on parle du scorbut. Voilà, et c'est pas un mot au hasard comme ça qu'a sorti Ichiroda, c'est une vraie maladie, la maladie des marins. Et ce scorbut, ah oui, je vais revenir, ça va revenir après. Tous les contextes aussi, ils ont changé le contexte pour beaucoup de scènes. Mais en gros, je vais aller très vite. Dans l'animé, donc ça vaut aussi à mon argument qu'on enlève des personnages, tout est lié en fait. Hein. Il y a vous savez que, on le voit dans la version Netflix, que Zoro, c'est un ancien chasseur de pirates, et il a 2 anciens amis chasseurs de pirates qui le rejoint à un moment donné de la version animée. Et ces 2 amis, j'ai mis le nom quelque part, où est-ce qu'ils sont ces fameux amis? C'est Johnny et Osaku. Alors je sais plus si c'est Johnny ou Osaku, c'est un des 2. Il est très malade, il perd ses dents et tout. Et un ami donc elle apprend quelque chose au Mugara et elle est même elle s'énerve même, hein, il y a même un ressort humoristique, parce que c'est comment ça se fait que vous ne connaissez pas, tous les marins savent ça. Il est atteint du scorbut, voilà, donc une maladie des marins, c'est-à-dire que quand tu ne manges pas assez de vitamines, parce que forcément les fruits et les légumes ça périt, hein, ça pourrit très vite, surtout sur les bateaux, donc ils n'en prennent pas les marins, donc ils sont atteints du scorbut, donc un manque de vitamines. Donc elle va lui donner des citrons, puis vous allez, encore une fois, un ressort comique, il va se réveiller tout à coup, il va être tout en forme, bref. Et ça, c'est éducatif, vous voyez, on apprend quelque chose. Et ça, il n'y a pas, par exemple, dans cette série. Et on aurait pu l'introduire, par exemple, dans l'arc de Sanji. Hein, parce qu'il y a le personnage Jin, le second comment il s'appelle, de Don Krieg, hein, que, pareil, apparition. Hein. Bref, je ne veux pas m'emmêler les pinceaux, mais en gros, voilà, on aurait pu le rendre malade, lui, puisque de toute façon, il est affamé, perd ses dents et tout, et on aurait pu dire atteindre du scorbut. Bref, voilà. C'est une petite proposition de ma part. Donc, d'ailleurs, je vais revenir, Jin... bon, les 2 sbires là, il y a beaucoup de personnages qui ont été enlevés et du coup aussi tout le contexte lié à ces personnages. Don Krieg, l'arc Baratie, l'arc des cuisiniers, quoi, hein, de l'introduction de Sanji. Là, dans cette série de Netflix, ça fait plus arc introduction. Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un arc, parce qu'il n'y a pas forcément des fans de One Piece ou même des fans de manga de manière générale qui vont regarder cette vidéo, un arc narratif, c'est quoi? C'est en gros une péripétie, une histoire dans l'histoire, parce qu'il y a l'histoire principale One Piece, et en gros, mais ça c'est normal qu'il y ait des répétitions, c'est dans toutes les séries, hein, c'est le principe même d'une série, c'est qu'en gros, vous avez un système narratif une logique narrative répétitive, c'est que, en gros, Luffy et son équipage vont d'île en île, à chaque fois il y a un nouveau méchant, voilà, il y a un nouveau contexte, et puis voilà, il y a une résolution, et après ils vont dans une autre île. Et ça, le moment d'une île, c'est ce qu'on appelle un arc narratif, voilà. Fin de la parenthèse. Et du coup, l'arc narratif du Baratie, c'est pas un arc d'introduction,
je sais pas l'introduction que j'ai dit, bref, mais de transition, c'est un véritable arc avec des véritables enjeux parce que il y a l'armada de Don Krieg, le fameux Don Krieg, c'est le grand méchant de cet arc-là, qui va s'attaquer aux cuisiniers et qui veut s'approprier leur bateau, voilà, et qui a subi les attaques précédentes de Mihawk, donc sa flotte a été affaiblie, mais il a quand même son énorme bateau, et du coup tout le contexte a été changé. Par exemple, Mihawk il arrive, in extremis, hein, il vient de nulle part, et il tranche le bateau en deux, voire même en trois dans la version animée. Et t'as le bateau qui s'explose. Donc là, on aurait pu faire une scène extraordinaire. Hein. Imaginez le bateau qui se fait couper comme ça, avec tous les détails, avec tous les personnages qui tombent comme ça en gros plan et tout ça. Je veux dire, on aurait fait presque jalouser James Cameron quand on aurait fait passer le Titanic pour de la rigolade. Un énorme bateau en bois qui se fait couper comme ça par une lame en deux. Et puis, bon, ils l'ont pas fait. Ils ont fait. C'est presque un cameo à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont montré en microsecondes de loin. Don Krieg, c'est juste une apparition. Voilà. Mais du coup, c'est beaucoup moins impressionnant, évidemment. Et ils l'ont pas fait pour une question de budget. Oui, tout est lié au budget. Presque tout, parce que là, on va venir au combat de Zoro contre Mihawk. Je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, je reviens, je repars, je reviens. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc du coup, le contexte est différent pour le combat de Mihawk contre Zoro. Parce que combat Mihawk contre Zoro, vous avez des spectateurs de partout. Parce qu'il y a toute la flotte de Don Krieg qui voit Zoro contre Mihawk. Parce que oui, Mihawk, il est intervenu avant que l'armada de Don Krieg attaque les cuisiniers. Il y a Mihawk qui stoppe, pour un moment bref, la bataille. Et du coup, Zoro en profite pour provoquer Mihawk en duel. Voilà, donc du coup, tu as toute la flotte de Don Krieg qui est spectateur, tu as tous les cuisiniers qui sont spectateurs, dont Sanji, et c'est important que Sanji soit là. Voilà, parce que c'est ça qui va réveiller Sanji, qui va en partie lui donner envie de partir à l'aventure, et parce qu'il va être impressionné par les chapeaux de paille, surtout Zoro et Luffy. Parce que Zoro, leur détermination, voilà, c'est-à-dire, quels que soient les obstacles, ils ne s'arrêtent jamais, ils vont jusqu'au bout de leur rêve. Et ça, on ne l'a pas. Parce que Sanji n'est même pas présent. Voilà. Et toutes les interventions des personnages et leurs dialogues, voilà, tout ça, il n'y a pas. Donc, le contexte est différent. La musique, je reviens sur la musique, mais je parle de cette scène, mais c'est pareil pour toute la série. La musique, elle est beaucoup moins impactante. Je veux dire, la musique, je suis désolé, contrairement à tous les youtubeurs qui disent qu'elle est bien, non, elle n'est pas bien, ou géniale. Il y en a même qui ont dit qu'elle était géniale. Non, elle est moyenne. Voilà, elle est correcte. Mais elle est même saoulante par moment. Elle est correcte. Et si on la compare à celle de la Toei, elle est à chier. Et ça, je l'ai vu venir. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Voilà, je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Ça n'a rien à voir, quoi. Alors, ce sont des pseudo-musiques symphoniques, mais elles sont pas marquantes, elles sont pas terribles. Vous mettez la musique de le fameux duel Zoro contre Œil de Faucon, Mihawk. C'est nul à chier, quoi. Vraiment, c'est nul à chier si on compare aux musiques de la Toei. La Toei, les musiques sont extraordinaires. Je vous mettrai le lien. Je n'exagère pas, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et ça joue sur l'émotion. La musique, le contexte, les dialogues, il y a beaucoup moins de dialogues. Même l'action, il se passe beaucoup moins de choses. Et les détails. C'est-à-dire que dans la scène, et là je vais être explicite, je vais vraiment vous dire pourquoi ça va pas le combat Zoro contre Mihawk, parce qu'on a un manque d'émotion, on a un manque de culte. C'est une série, c'est un moment qu'on va oublier, alors que pour moi, c'est certainement la scène la plus marquante de toute cette première saison. C'est la scène même la plus culte, la plus épique. Alors les fans ne vont pas être forcément d'accord, mais ils vont être d'accord sur le fait que c'est au moins l'une des scènes les plus épiques. Voilà. Et là, c'est dommage. C'est dommage parce que, par exemple, je vais rentrer dans les détails, mais Zoro, il transpire pas. Il n'est pas essoufflé, il n'est pas énervé, il hurle pas. Tous ces détails-là, on l'a dans l'animé, mais on l'a pas. Je veux dire, ce qui est terrible, c'est que l'animé, il est plus cinématographique que la version Netflix. Le combat Zoro contre Mihawk, c'est catastrophique. Voilà, c'est tout. Par exemple, j'ai les dialogues par cœur dans la tête. L'animé, ça c'est les dialogues de l'animé. Mihawk, il sort son pendentif en forme de crucifix. En fait, c'est un petit couteau, un mini couteau comme ça. Voilà. Et Zoro, il est avec ses 3 katanas et il est étonné. Il dit mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce cure-dent? Et Mihawk lui répond je ne suis pas un de ces monstres qui bouffent son énergie pour attraper un lapin. Cette arme est largement suffisante pour te battre. Je me suis battu contre des hommes bien plus forts que toi dans les autres mers. Cette mer East Blue, c'est la plus faible de toutes.
Et il rajoute, ce qu'il n'y a pas dans la version Netflix, il dit quoi j'aurais même aimé avoir une arme plus petite, c'est trop facile. Voilà, il fait le malin comme ça, c'est trop facile. Et Zoro, il s'énerve, il court. Donc ça, cette partie-là, on l'a pas dans Netflix. Il court vers Mihawk et il dit là, tu vas trop loin, n'espère pas que je t'épargne. Et Mihawk lui répond sale petit prétentieux, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, c'est des dialogues qui percutent. Il y a une tension dans l'animé qu'il n'y a pas dans la version Netflix. Une tension, c'est important la tension. Voilà, ils se provoquent, ils se jugent l'un et l'autre de prétentieux. Sauf qu'il y en a un qui est vraiment prétentieux par rapport à l'autre. Parce que Mihawk, je le rappelle, c'est l'épéiste le plus fort au monde. Zoro, lui, il est rien du tout. C'est juste un chasseur de pirates qui est connu dans une petite mer, dans une petite... Je vais reprendre une expression japonaise, c'est un petit poisson dans une petite mare. Voilà. Et du coup, Zoro, dès qu'il court pour faire son Dragon Slash, hein, c'est son technique à 3 sables, il se fait stopper net, bam, par ce petit couteau. Et là, dans l'animé, encore une fois, différence entre animé et la version Netflix, dans l'animé, Zoro, il est pétrifié. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a été bloqué d'un coup net. Et tu le vois, il transpire, il a les yeux grands, ouverts, comme ça. Dans la version Netflix, il y a un regard et après ça continue. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Dans l'animé, il transpire, il a les yeux grands ouverts, mais il dit qu'est-ce qui se passe? Il pète un câble, on a sa pensée. Dans sa tête, il se dit mais c'est pas possible, c'est comme si je n'avais pas bougé, ça lui a rien fait du tout. Comment a-t-il pu m'arrêter avec un simple petit joujou? C'est impossible. Voilà, ça, il n'y a pas. Et il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Je ne vais pas vous faire tous les détails. Je vous invite à visionner l'épisode de cet animé. Pas les épisodes spéciaux, pas les remasterisations, c'est de la merde. On se rapproche de Netflix. Non, le premier épisode de l'animé, quoi. Je vais vous mettre ici le numéro. Vous regardez sur un site de streaming, ça n'a rien à voir, les détails. Quand Zoro se fait transpercer par le couteau, il saigne de la bouche. Voilà. Et il fait presque une hémorragie interne. Il y a une grosse flaque de sang. Là, dans la série, ça n'a rien à voir. Pareil, quand il se bat, il hurle, il transpire. À un moment donné, il se prend un coup comme ça. Quand Mihawk, il évite le katana, il donne un coup de Zoro et du coup, il hurle. Il se fait vraiment malmener. Il y a désespoir. On ressent un désespoir de Zoro. Il est, comment dire, c'est comme une souris qui essaye de battre un chat, quoi. Il est désespéré, quoi. Il ne sait plus quoi faire. Et pareil, à la fin, quand Mihawk coupe, casse les deux katanas de Zoro, dans la série, il casse juste les deux katanas. Dans le manga et l'animé, il se fait trancher. Mais ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que du coup, on a moins l'impression que Zoro se donne comme ça, vas-y, tranche-moi, gratuitement. Il se donne parce qu'il est tranché, il est blessé. Il n'est pas que fatigué. D'ailleurs, la fatigue, on la ressent même pas dans la version Netflix. Il est épuisé dans le dessin animé, épuisé, désespéré, et il est blessé, et en plus, ses deux katanas sont cassés. Dans la version Netflix, en gros, on a juste l'impression que les deux katanas sont cassés, et puis c'est tout. Il pourrait presque limite continuer le combat. Alors que dans la version animée, il ne peut plus continuer le combat, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il se donne, et là on a la fameuse scène, un coup dans le dos, c'est un déshonneur pour un escrimeur, ce qui étonne Mihawk, parce qu'il trouve qu'il est admirable. D'ailleurs, dans la version... Alors pas animé, mais dans la version manga, il dit admirable. Et là, il le tranche. Et pareil, quand il le tranche, dans l'animé, tu as une giclée de sang. Voilà, tu as une giclée de sang. Et tu vois, Zoro, il tombe, et il tombe dans les pommes, quoi. Après, il reprend conscience. Après, quelques secondes après, il prend son katana, et là, il pleure, il hurle. Et on voit... C'est pour ça qu'on critique beaucoup la VF, mais la VF, à ce moment-là, elle est excellente. Il gémit, quand il parle, il est crispé parce qu'il saigne, quoi. Il y a une hémorragie, on voit du sang. Et il n'y a pas dans la version Netflix. Alors qu'au début du premier épisode, on voit un mec se faire trancher en deux, donc c'est pas le sang qui les dérange. Pourquoi il y a tout qui est rabaissé? Pourquoi il y a tout qui est beaucoup plus lisse? Et c'est comme ça pour tous les films d'aujourd'hui, les films. Mais là, bon, oui, c'est une série, mais putain, mais faites du cinéma, quoi. Faites du vrai cinéma, mais montrez, je veux dire, dans l'animé, il y a plus d'émotions, il y a plus de détails. Voilà, c'est un long monologue que je vous fais, mais je voulais, parce que j'ai un vidéoprojecteur dans ma chambre, je voulais mettre la scène et puis vous expliquer en temps réel, mais j'ai pas le temps, là. Là, il va être 2 heures, il faut que je parte d'ailleurs. Mais voilà, et ça, c'est une scène. Une scène. Il y a plein d'autres scènes où il y a un manque de tout, de musique, d'émotion, et c'est dommage. Le combat contre Arlong,
Je vais pas tout vous raconter, mais le combat contre Arlong, ça va jusqu'aux incohérences parce que Luffy, et là c'est ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit ça bien plus loin, c'est que on n'explique pas tout et il faudrait tout expliquer parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que les fans de One Piece qui regardent cette série, il y a des gens qui ne connaissent rien à One Piece et il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Luffy, est-ce que vous avez bien compris que Luffy, qui a mangé un fruit du démon, donc il y a un démon qui rentre en lui qui donne un pouvoir, il a mangé un fruit du démon, c'est un homme élastique et les coups physiques, les coups de poing, ça lui fait rien puisque ça rebondit sur lui. Et dans cette série, on a l'impression que c'est le contraire. Quand Arlong le frappe, on a l'impression qu'il est soudé. Mais non! Et c'est pour ça que dans l'animé, Arlong, il se bat pas avec ses poings. Parce qu'il a vite compris que les attaques physiques ne lui servent à rien. Il se sert de son nez en scie. Parce que, je sais pas si vous avez compris, mais c'est un homme requin-scie, en fait. Donc son nez en scie, il s'en sert pour le planter. Voilà, et son nez est tellement costaud qu'il peut même s'enfoncer dans le béton, quoi. Il se sert de ses dents, de sa mâchoire pour le mordre et le saigner. Et ça, il n'y a pas dans la version Netflix. Dans la version Netflix, en plus, bon, il y a énormément de scènes huis clos, ça, c'est beaucoup de youtubeurs qui parlent de ça. C'est-à-dire que, encore une fois, le contexte dû au budget, au manque de budget, mais beaucoup de scènes qui se passent en intérieur, quand normalement ça se passe en extérieur. Et le combat contre Arlong ne fait pas exception, hein. Ça se passe majoritairement à l'extérieur. C'est juste la finale, quand il se retrouve dans cette fameuse scène, dans cette fameuse pièce qui fait où il y a une atmosphère pesante parce que ça représente toutes les années de souffrance de Nami qui a été obligé de dessiner les cartes contre sa volonté. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, en parenthèse, dans la parenthèse, je suis désolé, mais ça me fait penser, c'est que, pareil, le contexte, c'est Nami qui se donne. Après, bon, il la violente quand même, mais dans la version Netflix, c'est Nami qui se donne à Arlong. Dans l'anime et dans le manga, c'est différent. C'est Arlong qui la prend de force parce qu'il voit une carte d'elle et il dit « mais c'est toi qui as fait ça » et il la prend de force. Voilà. Bon bref, il y a des changements de partout. Hein. Est-ce que c'est dramatique en soi? Non. Mais pour moi, ce qui est le plus grave, c'est le côté impressionnant, le côté très cinématographique, le côté hollywoodien des scènes qui sont bâclées, quoi. Hein. Et jusqu'à la cohérence, parce que normalement, par exemple, Arlong, sa lance-scie, il s'en sert, là il s'en est pas servi, elle est tout de suite cassée, hein, sa fameuse truc. Et pareil, Arlong il mord vers la fin, Arlong il mord Luffy au cou, et Luffy en profite pour lui casser son nez. Pourquoi ils n'ont pas adapté ça? Je veux dire, c'est pas ça qui va creuser le budget. Pourquoi ils n'ont pas adapté ça? Plutôt que casser bêtement les piliers, alors que Luffy va quand même casser le bâtiment en faisant sa dernière attaque, ce fameux attaque de sa jambe qu'il lève tout en haut pour faire son axe. Je crois que c'est axe son attaque. Donc il va quand même casser de toute façon la baraque. Donc pourquoi casser les piliers comme ça? Voilà, il aurait dû montrer Arlong en train de le mordre, se servir de ses dents, le faire saigner au niveau de au niveau de l'émotion, au niveau de l'intense, au niveau de la tension, on aurait été plus loin. On se dit ah merde, il se fait mordre au cou, et là il lui casse le nez, quoi. Voilà. Bref, regardez aussi, je vais vous mettre le numéro d'épisode, regardez aussi l'épisode Arlong contre Luffy, ça n'a rien à voir. En VF, la VF est excellente, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, il y a beaucoup de détails et, comme je dis, de toute façon, Luffy il est insensible au coup physique, donc Arlong le mord, il va utiliser tout ce qui est tranchant, ou piquant, il va pas donner des coups de poing bêtement à Luffy. Et on se rend pas compte que Luffy il est insensible aux attaques physiques. C'est ça le défaut. Alors, dialogue moi trop complexe, trop plan d'intérieur, donc ça je l'ai dit. Donc du coup, ça rend les scènes moins spectaculaires. Hein, et puis, on a cette sensation d'étouffement, forcément. Hein. Voilà. Il va falloir que j'y aille. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais continuer la vidéo plus tard. Hein. Bon. Allez, c'est parti pour la troisième partie de la vidéo. Hein. Là, du coup, on est le soir, donc je vais parler un peu moins fort. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de gueuler. Hein. C'est pas en gueulant qu'on sera plus entendu. Hein. Donc voilà, donc je disais que pas mal de différences, hein, du coup, même au niveau de l'aspect cinématographique dans les scènes, le combat d'Arlong, les dialogues, pareil que pour le combat contre Mihawk, les dialogues dans le combat d'Arlong sont moins intéressants et surtout c'est moins intense. Voilà. Par exemple, le final, quand il se retrouve dans cette fameuse salle,
où Nami travaillait quand elle était plus jeune, hein, pour faire les cartes, et que Arlong a le malheur d'employer le mot « utiliser » en parlant de Nami, et que Luffy s'énerve, et c'est là qu'il casse la lance-scie d'Arlong. Arlong, pour se justifier, il montre dans l'animé un visage de folie. Il a une tête de fou dans le dessin animé. Donc il a les yeux exorbités, il a une bouche à la Joker, une bouche énorme comme ça, il serre les dents. Et avec la VF, mais je pense que c'est pareil pour la version japonaise, il est en transe, quoi. On le sent au niveau de la voix, bref. Et ça rend la scène plus intense, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on sent la folie d'Arlong. Voilà, on sent que il est prêt à tout pour bouffer les humains jusqu'à la moelle. Et dans la version Netflix, il n'y a pas ça. Vous voyez, les détails, il y a des différences. Quand on va à 100 à l'heure comme ça pour tout, et ben on passe à côté en supposant qu'ils l'ont remarqué. Je ne sais même pas s'ils l'ont remarqué, je ne sais même pas s'ils regardent l'animé, les cinéastes. Mais je veux dire, c'est du gâchis. Voilà, c'est du gâchis. Encore une fois, durant cette vidéo, parce que là j'ai remarqué que j'ai beaucoup parlé, là, on atteint déjà les 40 minutes, mais je rentre beaucoup dans les détails, mais c'est pour que vous compreniez que cette série, elle n'est pas mauvaise. J'ai pas encore beaucoup parlé des points positifs, j'ai surtout parlé, pour l'instant j'ai parlé que du négatif, mais c'est beaucoup de gâchis qui font que cette série ne peut pas être très bonne ou excellente. Pour l'instant, c'est du moyen, quoi. Alors peut-être qu'avec mon 12 sur 20, j'ai un peu exagéré, mais ça va pas plus que 14, quoi. 14 en étant gentil, quoi. Sachant que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas vu One Piece et qui découvre One Piece. Voilà. Et pareil, je vous ai dit de toute façon de regarder l'animé, hein, et ne me dites pas, juste encore une parenthèse, hein, j'en fais beaucoup des parenthèses, mais ne me dites surtout pas que celui c'est un dessin animé, donc on peut tout se permettre. Voilà. Arrêtez avec ça. Franchement, arrêtez avec cet argument, mais bidon, quoi. Oui, c'est un dessin animé, donc on peut se permettre de faire des choses qu'on... Non. C'est comme les expressions du visage, ce genre de truc, mais non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas parce que vous êtes habitué à du lisse. Ça fait 20 ans qu'on fait... Enfin, 20 ans, j'exagère un peu, mais ça fait au moins une quinzaine d'années que le cinéma, tout est lisse. Voilà. On a peur des expressivités, on a peur de l'intensité, du duo en couleur, on a peur de faire hurler les personnages. Vraiment, les acteurs ne hurlent plus aujourd'hui. On n'a plus le grand méchant qui va ricaner, quoi. Voilà. On a tellement peur de la caricature qu'on lisse tout. Voilà. Surtout dans les films. Voilà. Dans les séries, on ose un peu plus, mais pas dans One Piece manifestement. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes habitué à du lisse que... Mais il faut arrêter avec cet argument bidon, c'est un dessin animé. La folie dans le visage d'Arlong, on aurait pu le faire. On n'a pas voulu. Voilà. Oui, voilà, l'intensité. Bref, c'est des détails, mais à chaque fois, c'est des détails qui font la différence et qui donnent de l'émotion, qui donnent de l'intensité. Et du coup, avant de vous parler du positif, on continue avec le négatif, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments basiques de l'univers qui ne sont pas clairement, voire pas du tout expliqués. Encore une fois, je me mets à la place des gens qui découvrent One Piece, qui ne connaissaient pas avant. Donc ça va du simple détail jusqu'à des éléments primordiaux. Les mouettes, c'est quoi vous savez, la mouette qu'on voit au début, où il y a certains youtubeurs qui disent, voilà, c'est quoi l'expression, c'est percer le quatrième mur. En gros, ça veut dire qu'on a l'impression que le film parle aux téléspectateurs. Voilà. Mais en fait, il ne nous parle pas à nous, il parle à une mouette au début. Souvenez-vous de la première scène dans le premier épisode. Et ces mouettes, donc c'est une mouette avec un chapeau. Les gens qui ne connaissent pas One Piece, ils trouvent ça bizarre. C'est quoi cette mouette avec ce chapeau? Et pareil, à la fin, on voit ces mêmes mouettes, mais avec des sacoches. Si on ne l'explique pas, ils ne peuvent pas comprendre les gens qui ne connaissent pas One Piece. Ces fameuses mouettes, c'est les mouettes qui distribuent le courrier, dont les primes. Est-ce que c'était difficile à faire de montrer juste une mouette lâcher la prime, voilà, et que ça tombe dans les Mugiwara et qu'ils le voient? Tout simplement. Vous voyez, c'est con, quoi.
Ça, c'est un détail, hein. C'est pas dramatique, ça va pas gâcher la série, mais pourquoi ne pas le montrer? Voilà. Justement, si c'est un détail. La mythologie des fruits du démon, est-ce que c'est bien expliqué? Par exemple, le granit marin. Et on aurait pu avoir un personnage qui explique toute la logique des fruits du démon. Voilà, le granit marin qui permet de contrecarrer, annuler le pouvoir du fruit du démon. Donc c'est un granit qu'on retrouve dans la mer, d'où son nom. Les faiblesses, voilà. La faiblesse, est-ce que vous avez bien compris que quand on tombe dans l'eau, le pouvoir, pareil, l'utilisateur est totalement affaibli. Voilà, on le comprend un peu, mais c'est pas clairement expliqué. Et les 3 types de fruits du démon, Paramecia, Zoan et Logia. Bon, moi je l'aurais expliqué. Moi je suis pour qu'on explique tout dès le départ, et comme ça, on a moins l'impression que les éléments qui seront expliqués plus tard tombent comme un cheveu sur la soupe, quoi. Voilà. Surtout que c'est pas des choses qui sont, c'est pas comment dire. On va pas appeler ça des spoilers, on va pas dire qu'on saute des étapes, puisque ce sont des éléments basiques de l'œuvre. Voilà. Pareil, le fruit de Luffy qu'il est sensible au coup physique. Hein, sauf, entre parenthèses, sauf Haki. Je vais y venir plus tard, c'est quoi le Haki? Moi je suis pour qu'on en parle, pour moi c'est pas un spoiler. Donc, j'écris donc, sur la feuille, hein, j'écris donc incohérence, parce que quand Arlong le frappe, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, voilà. Et enfin, le Haki, fluide dans la version française, c'est quoi? Pour moi, je suis pour qu'on en parle, parce que d'ailleurs, beaucoup de fans ont reproché à Oda de ne pas avoir introduit le Haki plus tôt, de ne pas l'avoir expliqué plus tôt. Je suis pour qu'on en parle, parce que de toute façon, on a introduit le personnage Garp qui normalement apparaît beaucoup plus tard, surtout l'interaction qu'il a avec Luffy. C'est au bout du 200e épisode, je sais plus c'est combienième, mais Garp c'est beaucoup plus tard, donc quitte à introduire Garp, autant introduire le Haki. À la fin, quand Garp il tape Luffy, ça vous a pas fait tilt que c'est bizarre qu'il fasse mal à Luffy? Voilà, il y a une ambiguïté là-dessus. Normalement, Garp il est censé faire mal à Luffy. De toute façon, il ne devrait pas y avoir une interaction, on ne devrait pas y avoir Garp tout de suite. Donc pour moi, je suis pour qu'on introduise le Haki, qui est un élément basique de l'œuvre. Et ça explique beaucoup de choses. Le Haki, c'est quoi? C'est une force mentale, voilà, due à la volonté, une force mentale qui donne des capacités surpuissantes, qui permet de contrecarrer, de tenir tête aux utilisateurs de fruits du démon. Après, les utilisateurs de fruits du démon peuvent aussi avoir le Haki. Il faut savoir que le Haki, c'est en tout être humain. Voilà. Quelle que soit leur ethnie. J'aime pas trop le mot race, ethnie. C'est vrai, parce qu'il y a différents types d'ethnies dans le monde de One Piece qui sont, pour le coup, très différentes et très fantastiques. Comme les hommes poissons, c'est une ethnie. Hein. Voilà. C'est pas une race pour moi, j'aime pas le mot race. Hein. C'est une ethnie d'êtres humains. Ce sont des êtres humains, les hommes poissons, ils ont le même sang que nous, hein, voilà, dans le monde de One Piece. Voilà, et aussi ils peuvent avoir le Haki. Voilà, donc c'est une force mentale qui donne des capacités très puissantes, comme toucher les utilisateurs de fruits du démon, donc annuler sur une partie du corps, les toucher. C'est pour ça que Garp peut frapper Luffy, lui faire mal, parce que avec de simples coups, alors que j'ai dit plutôt que les coups, normalement Luffy est insensible, parce que Garp il a le Haki, dont le Haki de l'armement pour toucher. Il y a le Haki perceptif, éviter les coups. Ce que fait Garp, il évite tous les coups de Luffy. Voilà. Mais ça, c'est pas expliqué. Et enfin, il y a le fluide royal, le Haki royal, qui donne. Mais ça, c'est qu'une personne sur 1 million, c'est-à-dire entre guillemets les élus, ceux qui sont destinés à devenir des personnages très puissants, quoi. Bref, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas clairement expliquées et qu'on aurait pu expliquer, quoi. Bon, maintenant, je vais parler du positif quand même, hein, parce que voilà, j'étais très critique. Bon, vous voyez, je me suis un peu calmé, j'ai remonté la note à 14 sur 20 grand maximum. Hein. Mais c'est bien un 14, hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est habitué à de la merde, au niveau adaptation, que dès que c'est à peu près correct, on hurle au chef-d'œuvre. Il faut être mesuré. La mesure, le juste milieu, le fameux juste milieu. Donc 14 sur 20, c'est très bien, mais pour moi c'est plus un 12, mais allez, on va dire, je suis gentil, je suis de bonne humeur, on va dire 14, grand maximum. Donc les éléments positifs, c'est quoi? Dans les choix scénaristiques, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on a enlevés, même moi qui suis fan de One Piece, limite je suis content qu'on l'ait enlevé, quoi. Voilà, je suis content qu'on l'ait enlevé parce que c'est anecdotique, voire c'est parfois ridicule. Par exemple, il y a des personnages, le chien du maire. Voilà, le chien du maire dans l'arc de Baggy. Le chien, limite, il est humanisé, quoi. C'est de l'anthropomorphisme, c'est ridicule, quoi. Le chien, il va se mettre devant Baggy, je crois, et il va aboyer pour pas
qu'on s'attaque aux maires ou aux villageois. Allez, on dégage. C'est ces trucs, bon, ce sont des détails, mais c'est bien. Gaemon, ou Gaemon, je sais pas comment on l'appelle. Donc c'est un personnage à part, hein, dont il y a un épisode entier qui est le consacré. C'est comme une petite fable en fait. C'est-à-dire que l'équipage au Château de Paille arrive sur une île spéciale où il y a des animaux très spéciaux. Et on a un pauvre homme enfermé dans un coffre. C'est-à-dire qu'il n'y a que sa tête qui dépasse et il a une espèce de grosse coupe afro verte. Voilà. Et en fait, cet homme-là, dans le passé, il a essayé d'escalader une colline. Donc il y avait déjà un coffre en bas. Il a essayé d'escalader, il a vu un coffre en haut. Et en voulant finaliser son escalade, il a glissé et est tombé dans le coffre. Et il s'est coincé dans le coffre. De mémoire, hein, je crois que c'est ça. Et toute sa vie, il a fantasmé un coffre. Et il a rêvé de ce coffre. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Et il a surveillé les animaux. Et puis voilà. Et il est resté sur cette île parce qu'il voulait savoir c'est quoi ce qu'il y a dans le coffre. Et un jour, espérer peut-être... Et quand... De mémoire, hein, et quand l'équipage au Chapeau de Paille sont venus, Luffy est allé voir du coup en haut ce qu'il y avait dans le coffre. Et quand il est descendu, il répondait pas clairement à la question de Gaemon. Il était un peu, je crois qu'il était un peu moqueur ou je sais plus trop, mais bref, il répondait pas clairement. Et t'as même ses coéquipiers qui l'insultaient, mais dit mais Luffy, voilà, respecte-le, sois peu, voilà. Et en fait, Gaemon, au contraire, il avait les larmes aux yeux, je crois, et il disait t'es vraiment quelqu'un de bien, Luffy, de mémoire, hein, parce que c'est au début de One Piece, c'est juste un épisode. Et en fait, Gaemon, il dit t'es vraiment quelqu'un de bien, Luffy, il y a rien, le coffre est vide, c'est ça. Et Luffy dit oui, c'est oui, voilà, il a fini par avouer. C'est-à-dire que toute sa vie, il a surveillé un coffre qui est vide. Et finalement, je crois que Luffy, il voulait le recruter dans son équipage, il voulait qu'il vienne avec, et Gaemon, il a refusé parce qu'il voulait, il s'attachait aux animaux, il voulait rester avec eux. Bref. Voilà, donc c'est une petite fable, c'est pas inintéressant, c'est mignon, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Gaemon, on le verra plus, donc qu'on l'ait dégagé, c'est pas plus mal. Pearl, voilà, Pearl, pareil, un gros personnage comme ça avec des boucliers de partout. De toute façon, tout l'arc du Baratie, comme je vous ai dit, tout l'arc, tous les moments consacrés à Don Krieg ont été éjectés, donc ça c'est pas terrible, ça c'est pas bien, parce que bon, du coup. Bon, je vais pas revenir sur le négatif, mais tous les combats solo, les fameux combats solo, pareil, normalement, Zoro, je suis désolé, je reviens dans le négatif, c'est plus fort que moi. Zoro, dans l'arc Arlong, il se bat, il a un combat solo. Voilà. Et avec tout ce que ça dégage, je veux dire, ça montre la persévérance de Zoro, malgré qu'il ait une grosse blessure à cause de Mihawk. Il continue à se battre, il se surpasse, il est dans un état de transe, et il arrive à battre Octi, un homme poulpe, avec plein de tentacules et plein de katanas, voilà, qui pèsent tous 200 kg, je crois. Et Zoro, il arrive malgré tout, il a son combat solo à lui. Et ça, on l'a pas. Mais je vais pas. Allez, j'ai dit que je parlais du positif. Donc Pearl, c'est un personnage qui est inutile. Dans l'arc Don Krieg, voilà, donc de toute façon Don Krieg on l'a dégagé, et bon du coup Pearl il y est pas, on voit une apparition de Don Krieg, on voit une apparition du second, mais bon le second n'apporte pas grand chose, et Don Krieg bah, c'est juste une apparition, voilà. Donc les cuistots de Zeph, voilà, il y a des cuistots, j'en pense notamment à deux, j'ai pas les noms mais je vais vous montrer les images à droite et à gauche, mais est-ce qu'on les montre pas plus que ça, ou alors on en montre un qui peut ressembler vite fait, mais si on s'attarde pas sur ces personnages, c'est pas grave. Voilà. Johnny et Osaku, je vous ai parlé plus tard. Johnny et Osaku, les deux coéquipiers de Zoro pour chasser les pirates. Si on les montre pas, c'est pas si grave que ça. Le monstre marin Meumeu, voilà, il y a plein de personnages qu'on n'a pas montrés. Et certaines situations qui sont un peu, j'écris un peu vieillotte, pas vieillotte, mais un peu ridicule, qui passeraient peut-être pas bien en live action. C'est-à-dire que quand Luffy frappe Kobe pour le faire entrer dans la marine, voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez la marine qui a repéré Kobe. Et pour que la marine ne pense pas que Kobe soit avec Luffy, il le tabasse. Voilà. Je trouve que c'était un peu too much, voilà, un peu trop, quoi. Donc qu'on a enlevé ça, c'est bien. Après, d'autres trucs positifs, c'est... j'ai parlé du décor qui est très réaliste pour le coup, parce que c'est du vrai décor. Les bateaux, certains bâtiments... les acteurs sont pas mauvais dans la globalité. Je dis que Zoro il jouait mal pour la partie Mihawk, mais encore c'est peut-être la mise en scène, c'est peut-être le reste qui fait que. Mais pour l'ensemble, les acteurs sont plus dopants, enfin sont corrects, on va dire, sont convenables.
Mention spéciale peut-être à Baggy le clown. Voilà. Voilà, après pour comment dire, le casting en lui-même, les personnages sont plutôt ressemblants. Le Capitaine Kuro, je trouve qu'il y ressemble, il est bien. Moi, je trouve qu'il est bien. Usopp, c'est Usopp, hein, je l'ai dit dans la précédente vidéo, je trouve qu'il lui ressemble. Nami, elle fait un peu trop sérieuse, mais voilà. En gros, l'équipage du chapeau de paille, ça va. Voilà, le Capitaine Morgan, je trouve qu'il est très bien. Vraiment, le Capitaine Morgan, il est même, je dirais, plus complexe dans la série, il est plus badass, il est plus intéressant dans la série. Voilà, donc après, voilà, il y a des effets spéciaux qui sont pas mal. Quand Luffy envoie son coup de pied dans la tronche de Captain Morgan, voilà, quand Luffy fait son rafale contre Arlong, je commence à être fatigué là, c'est pas mal aussi. Il y a, voilà, quand Garp il envoie son boulet, je trouve que c'est bien foutu aussi. Non, il y a des bons trucs aussi, hein. C'est regardable, c'est divertissant, voilà. Il y a très peu de temps mort, à part l'épisode 3, où voilà, c'est un peu l'épisode qui est un peu trop mou, hein, l'épisode 3. Mais sinon, il se passe toujours quelque chose, il y a un bon rythme. Ça va trop vite, ça je l'ai dit, mais encore une fois, je ne vais pas rester dans le négatif, je le mets de côté. Je veux terminer sur le positif, ça va trop vite, mais au moins, voilà, il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est intéressant. Hein, visuellement parlant, de ce qui est raconté, c'est intéressant. Mais de toute façon, One Piece, on peut pas s'emmerder. Voilà, si on n'est pas con, on montre ce qui est le plus important. Et finalement, Netflix ont su montrer ce qu'il y a de plus important. Voilà. J'ai reproché l'accélération de certaines scènes, mais ils ont quand même montré l'essentiel de la saga East Blue. Voilà. Donc on va conclure là-dessus, hein. Bon, j'ai dû oublier de vous dire plein de choses, mais la vidéo est trop longue de toute façon. Mais dans l'ensemble, c'est une série qui est convenable. Et si on finit sur du positif, bah, c'est que je pense que si ça continue à être un grand succès, bah, y a moyen qu'il y ait une saison 2 et il ne faut pas se louper là-dessus. Donc voilà, bon, on va dire bien joué Netflix et puis bon courage pour la saison 2. Voilà.